Bonjour à toutes et à tous, je voulais revenir sur mon intervention d'hier au sujet de Trappes, où je pointais du doigt le fait que nous sommes déjà dans la phase 3 de la colonisation. Comme un ami m'a dit ce matin, c'est la colonisation saison 3. Mais la saison 3, elle se déroule en France et avec l'assentiment des autorités françaises. Je voudrais revenir sur le sujet parce qu'il est très important pour vous dire que effectivement nous sommes dans une nouvelle phase de la colonisation. La première phase, c'est la phase classique, celle qu'on nous enseigne dans les livres d'histoire, hein, la France qui part en Afrique, au Moyen-Orient, en Indochine, au Maghreb, où elle écrase les peuples, mais elle écrase aussi les élites. C'est-à-dire que les élites ont été remplacées, exilées, humiliées, rabaissées, cooptées, mais même quand on les a cooptées, on ne les a pas forcément exaltées, hein, on en a fait des auxiliaires de la France qui avaient la suprématie. Voilà. Phase 2, bah, c'est la phase où on collabore avec, après les indépendances, après les années 60, donc la phase 2, on collabore avec les élites, donc les Houphouët-Boigny, les Sédar Senghor, que je respecte, hein, on collabore avec eux pour faire ce qu'on appelle la France-Afrique. Là, le rapport, il n'est pas d'égalité, mais on est, quand même, c'est mieux que, déjà, il n'y a plus le tutoiement, il n'est plus question d'exiler personne, de l'envoyer au Gabon. Par exemple, le roi du Bénin, Béhanzin, a été envoyé en Algérie, hein, c'est pas drôle. Le Bao Dai du Vietnam, il a été envoyé à Madagascar, hein, c'est loin quand même le Vietnam, Madagascar. Là, voilà, là on s'achète des hôtels particuliers à Paris, on va à La Baule, on va à Deauville, voilà. Mais ça reste quand même la France et la puissance tutélaire. Dans le cas du Maghreb, les choses sont un peu plus nuancées. Il y a l'Algérie où il y a une relation très tendue avec la France, mais c'est pas de l'indifférence. Vous savez, l'indifférence c'est une preuve d'amour. L'hostilité est une preuve d'amour parfois, hein. Vous êtes sûr que c'est comme dans un couple ou avec une relation comme ça, interpersonnelle, amoureuse. Quand la personne vous montre de l'indifférence, vous vous inquiétez. Si la personne vous déteste ou elle vous engueule, bah, vous dites au moins il y a un intérêt, il y a une flamme. L'Algérie n'a pas coupé le cordon ombilical avec la France. Voilà, donc là, phase 2, France-Afrique, France-Maghreb, même s'il y a pas mal de nuances. Et là, on est dans la phase 3 qui a commencé dans les années 2000, il y a deux choses. D'abord, l'égalité, c'est-à-dire que les élites du Sud, maintenant, elles parlent comme ça avec la France. Il y a plus on n'est plus comme ça, parce que les élites du Sud, maintenant, elles commandent la sécurité en France, hein. C'est-à-dire, prévenir les attentats, la drogue, les troubles en banlieue, l'islam de France. Vous avez aujourd'hui une puissance de nuisance qui est dans les pays du Sud, je veux dire, Maghreb, Afrique, ou même des solutions. Je veux dire, combien d'attentats en France ont été évités grâce à un coup de téléphone passé par une police ou un service secret d'un pays du sud de la Méditerranée. Donc voilà, donc on n'est plus comme ça, on est comme ça. D'ailleurs, la France paye maintenant. La France, l'Europe, l'Espagne payent. Elles payent chaque année des millions, des dizaines, des centaines de millions d'euros pour la lutte contre le terrorisme, contre l'immigration clandestine et l'aide au développement. Normalement, quand vous payez, normalement, celui qui paye le tribut n'est pas le vainqueur de l'histoire. En général, celui qui paye, c'est pas le gars qui a le pouvoir, en tout cas pas tout le pouvoir. Donc là, on est vraiment comme ça. Deuxième différence par rapport aux autres colonisations, c'est que ça se passe en France. Et là, on arrive dans les zones, les territoires perdus de la République. Je ne vais pas les citer tous pour ne pas les stigmatiser, mais bon, vous les connaissez. Et là, vous avez dans ces territoires-là une co-souveraineté. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des relais d'influence des pays du Maghreb, d'Afrique, du Moyen-Orient, même de l'Afghanistan, j'en sais rien, de la Tchétchénie, dans ces territoires-là. C'est-à-dire que souvent, les services de police du Maghreb sont mieux informés sur ce qui se passe dans les banlieues françaises que la police française. D'ailleurs, il y a pas mal d'échanges d'informations. Pourquoi? Parce qu'il y a les ONG cultuelles, les ONG culturelles, vous avez les ONG religieuses, vous avez le sportif, vous avez les voyages à la Mecque, vous avez les familles qui se parlent entre elles. Les diasporas n'ont jamais quitté le Maghreb. Les diasporas n'ont jamais quitté le Sahel. C'est le Sahel maintenant moi, mon village du Maroc, il est devenu mondialisé. Il est à Mâcon, il est à Nantes, il est à Besançon, il est à Lille, il est en banlieue parisienne, il est à Cergy, il est à Pontoise, il est à Orléans, il est à Bordeaux, bien sûr. Moi, si je vais en France, grâce à Dieu et à mon village, à ma solidarité villageoise, ça c'est le côté tribal qui a du bon quand même. Moi, je peux
en théorie, dormir gratuitement, me loger gratuitement, 2, 3 nuits, le temps de l'hospitalité musulmane, à peu près partout en France. Mon village, il est... Alors, si moi je vous dis ça de mon village, est-ce que vous ne pensez pas que... Enfin, vous imaginez très bien comment on peut s'échanger des informations. Alors, il y a des dizaines de milliers de villages d'Afrique et du Moyen-Orient et du Maghreb qui sont en France. Et les informations circulent. Voilà. Donc, vous avez aujourd'hui ce que j'appelle une co-souveraineté. En langage technique, on appelle ça un condominium, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire que vous avez deux gouvernements, deux pouvoirs politiques élus, légitimes, qui gouvernent ou qui s'occupent des intérêts d'un territoire. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui une co-souveraineté qui est en émergence, et vous verrez quand on réglera le problème de l'islam en France. Moi je ne dis pas l'islam de France, je ne vous raconte pas de chimère. Moi je vous prends au sérieux. L'islam de France, vous pouvez attendre 10 000 ans. Par contre l'islam en France, il sera à un moment organisé avec l'aide des pays étrangers qui vont dire, qui vont calmer certaines mosquées, qui vont contrôler à distance certaines mosquées, qui vont en racheter d'autres, les vendre. Ça se fera, ce Yalta. Il se fera. Ce sera un Yalta. C'est du négatif, c'est pas du positif. Vous savez, avec Yalta, en 1944, je crois, Yalta, on n'a pas construit, on a détruit l'Europe, on l'a divisé en deux. Bon, on a évité la guerre éventuellement. Mais voilà, on n'a pas construit. Donc il y aura un Yalta, mais ne vous attendez pas à la renaissance islamique ou à l'islam des Lumières en France. Ceux qui vous disent ça, ou se trompent, ou veulent vous piquer des subventions pour vous vendre un truc qui n'existe pas. Vous savez, c'est... Bon, je ne vais pas être méchant. Donc voilà, vous avez aujourd'hui donc cette colonisation de la France qui commence par ces raisons de non-droit, mais qui sont très nombreuses. On ne parle pas là des Hautes-Alpes, là on parle autour de chaque ville française, même dans l'ouest de la France maintenant, Rennes, Nantes, vous avez aujourd'hui des zones de non-droit, c'est-à-dire des réserves de violence, des réserves d'intimidation autour de chaque ville française. Vous savez, vous n'avez pas besoin de contrôler un territoire entier pour... Vous savez, quand la France a colonisé le Maroc, elle n'a pas commencé par coloniser tout le pays. Elle a installé ce qu'on appelle les goum. C'est quoi le goum? Le goum, ça vient de l'arabe, ça veut dire qom, c'est-à-dire lève-toi. Moi j'adore cette... Lève-toi. Ça en dit long des hommes de l'époque. Hein. Lève-toi. Aujourd'hui, on lui dirait réclame ou sois la victime. Lève-toi. C'est l'action. Goum. Donc le goum, c'est quoi? Ce sont des forces qu'on a installées autour des zones que l'on voulait réduire, que l'on voulait soumettre. Donc les goums sont des soldats musulmans arabes berbères, contrôlés par des officiers français, mais souvent algériens, tunisiens. C'était des vieilles colonies françaises, comme quoi le Maroc a été colonisé par la France, avec l'aide des tirailleurs et des officiers, sous-ordre surtout, sergents, caporal, algériens, tunisiens, pour l'histoire. Donc si un jour on demande la repentance, nous les Marocains, on va adresser une lettre pour la France, et on adressera la même à l'Algérie et à la Tunisie. Bah oui, parce que c'est l'histoire, elle est têtue. Donc on a mis les goum, alors on a mis les goum à Agadir, on a mis les goum à Sforo, pas loin de chez moi, on a mis les goum à Midelt, on a mis les goum au sud du Rif, sur la ligne qui va de Fès à Taza, on a mis les goum à Khribga, on a mis les goum à Marrakech, on a mis les goum vers le désert, là, bon, peu importe. Voilà, Tafilelt. Et les goum, il fallait mettre 200, 300 gars, motivés, bien violents, bien méchants. Et ces mecs-là, ils vous terrorisaient la région. Et vous avez les tribus qui faisaient l'allégeance à la France et qui commençaient à payer l'impôt. Bah, vous avez aujourd'hui des goum autour des grandes villes françaises. Je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez, les zones de l'endroit. Ces endroits où on a peur d'aller, où on a peur de la jeunesse. Alors je ne veux pas stigmatiser cette jeunesse-là. Mais une partie de cette jeunesse-là, qu'on le veuille ou non, elle fait ce rôle de maintien de l'ordre, de rééducation du peuple français qui aujourd'hui a du mal à circuler la nuit dans les centres-villes, qui a du mal à prendre des transports en commun sans avoir la peur au ventre. Les filles portent plus de mini-jupes, au moins, enfin elles changent leur comportement, on change les itinéraires, on donne les cigarettes, on baisse les yeux, bah voilà, c'est une rééducation. Vous avez un goum autour de chaque ville française. Je suis moi-même descendant de goumiers, donc je ne veux pas insulter la mémoire de mes aïeux. D'ailleurs, je n'ai même pas le 10e du courage de mes aïeux. Ça, je l'admets. Ma génération, d'ailleurs, n'a pas le 10e du courage de nos aïeux. Quand je vois des Français insulter la mémoire de Gallieni et de Lyautey, ben, je leur dis, les mecs, avant de déboulonner la statue de Lyautey ou de Gallieni ou de Faidherbe, assurez-vous que vous avez le 10e, le 100e du courage et de la culture générale et de la vision de ces gens-là. Après, vous pouvez vous mettre à leur hauteur et éventuellement les critiquer. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc nous sommes dans une logique de colonisation et on ne sait pas où ça va.
on voit déjà que c'est en train de déraper parce que personne n'avait prévu que ça allait, que l'islamisme allait prendre autant. Là où nous avons, parce que vous transférez des peuples entiers en France, ben, ces peuples-là, ils vont se réfugier dans leur civilisation islamique, d'où le grand développement de l'islamisme, qui est un phénomène nationaliste. On nous dit le séparatisme religieux, ça c'est le sommet de l'iceberg. Le vrai phénomène, il est nationaliste. Vous avez une affirmation nationale. Ces gens-là ne veulent pas être français. Ils sont musulmans parce qu'ils ne veulent pas être français. C'est leur manière de dire non. C'est une affirmation nationale. Je vous dis, on est dans un cadre colonial. Vous avez des peuples qui se croient, qui ont besoin de s'affirmer. Voilà, donc où ça va nous mener, on sait très bien que ça va mal se terminer. Même si certains Français veulent se soumettre et se mettre à quatre pattes, même ceux-là se feront casser la gueule. Quand on a une affirmation nationale, vous savez, le droit des peuples à s'autodéterminer, à se gouverner eux-mêmes, ce droit-là, il conduit inéluctablement à la guerre. Vous voyez, le peuple basque, le peuple catalan, bon, les Catalans, je ne sais pas s'ils vont arriver à la violence, mais vous voyez ce que je veux dire, mon raisonnement. C'est qu'à un moment donné, le peuple corse, à un moment donné, vous arrivez à une confrontation. Même si vous faites un chèque, voilà, les gens auront besoin d'un territoire et d'établir des relations avec vous, alors soit de supériorité, soit en tant que subalterne. Voilà pourquoi je dis nous sommes dans la phase 3 de la colonisation. Voilà, c'est une phase où vous avez deux élites, celle du Sud, les élites françaises, qui sont d'accord sur le fond, sur le projet. Alors, est-ce que ça va changer? Pour l'instant, sauf un cataclysme, ça ne changera pas, parce que tout le monde se gave. Les élites du Sud, elles se débarrassent de leur masse révolutionnaire, les jeunes entre 15 et 25 ans, ceux qui peuvent faire la révolution, elles les envoient à Paris, porte de la Chapelle, ça donne les MNA. Les fameuses MNA, les péchés mignons de nos élites, de nos maires et autorités municipales de gauche. Rappelez-vous, réfugiés welcome. Voilà, donc au lieu de les garder au sud de la Méditerranée, ils sont envoyés au nord de la Méditerranée pour pourrir la vie. Enfin, pas tous les MNA sont problématiques, mais une grande partie sont problématiques. Vous avez des flux financiers. L'immigration aujourd'hui est un secteur économique à part entière dans un pays comme le Sénégal, où c'est presque 10% du PIB, les transferts d'argent par les immigrés. 10% du PIB. C'est 2 milliards d'euros par an, si ma mémoire est bonne, au Maroc. 2 milliards aussi en Algérie, chaque année. Et ça ne baisse pas, Corona ou pas, parce que les gens envoient de l'argent. Solidarité familiale. Les pays du Sud, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, ils ont maintenant un pouvoir sur la France, parce que via les diasporas. Normalement, un État, quel qu'il soit, démocratique ou pas, il aime augmenter son pouvoir. Donc, il y aura toujours les pays du Sud ne vont jamais vous bloquer l'immigration. Ils peuvent la juguler, mais ils ont intérêt à ce que l'immigration ait lieu. Et les pays du Sud n'ont pas peur de la fuite des cerveaux. Il n'y a que nous qui nous indignons de la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux ne bloque pas les pays du Sud. Elle les débarrasse d'élites qui peuvent les embêter, qui vont demander des droits, qui vont pinailler sur les droits LGBT, les droits sexuels, le sexe hors mariage, tout ça. Ça, les élites du Sud, elles ne veulent pas de ces problèmes-là. Ces élites-là se retrouvent en France. Et puis quand on a besoin d'un grand projet complexe, comme un barrage ou une autoroute ou des plaques solaires ou de je ne sais quoi, ou d'une centrale hydroélectrique, on ramène des consultants étrangers. Et parfois dedans, il y a des Tunisiens de France, il y a des Sénégalais de France, mais voilà, on achète le produit, et personne ne parle de politique, et les gens sont sur la base de l'expatriation, et tout le monde est content, tout le monde fait de l'argent. Voilà. L'argent ne manque pas. L'argent ne manque plus au Sud. Ça, c'est une illusion. Voilà. Pour les élites du Nord, les élites françaises, c'est tout bénef. Je veux dire, comme vous le savez, je veux dire, clientélisme dans les banlieues, division de la droite, qui est absolument impuissante depuis 30 ans, elle ne fait rien. Ce fameux Front républicain et autres. Vous avez des secteurs économiques français qui ont besoin de la main-d'œuvre illégale, réellement besoin. Ils ne peuvent pas tourner sans main-d'œuvre illégale. Vous regardez certains restaurants, je n'ai pas dit tous, mais certains restaurants parisiens, vous leur enlevez les illégaux, ils ferment. D'accord? Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout le monde est content, enfin, dans ce microcosme-là des élites. Donc la colonisation française, phase 3, celle qui se passe dans les zones de l'endroit de France, c'est un condominium, c'est un projet commun qui bénéficie, qui est voulu et qui
bénéficie aux élites du Sud et du Nord. L'histoire est faite de surprises, hein. Peut-être qu'une surprise se passera rapidement pour casser ce projet-là. Bon, normalement, comme toutes les cassures, il y a des débris. J'espère que nous ne serons pas emportés par les débris ou éclaboussés par les, comme on dit en mauvais anglais, par le shrapnel. Je ne le souhaite à personne. Ces choses-là sont excessivement sérieuses. Donc il faut s'y préparer et il faut toujours garder, il faut toujours équilibrer, il faut qu'on marche sur nos deux pieds. Le pied gauche, c'est la prudence et la défiance par rapport aux élites qui nous enfument. Le pied droit, c'est l'empathie. C'est-à-dire que je viens de vous dire qu'il y a une colonisation de la France. Ben, les gens qui la colonisent aujourd'hui ne sont pas tous des méchants. Dans mon village mondialisé, éclaté sur l'Hexagone, on est même à Eindhoven, nous sommes à Torino en Italie, nous sommes à Bâle en Suisse. Voilà, nous sommes partout. Mon village, il y a des gens bien. Donc il faudra à un moment donné, quand ça va péter, reconnaître les gens bien des deux côtés, parce qu'il faudra bien construire. Vous n'avez pas besoin de moi ou de gens qui portent mon discours pour pour vous annoncer la fin du monde. Déjà, le gouvernement français vous a convaincu de la fin du monde, hein. Pas besoin de moi pour vous annoncer la fin du monde, hein. La fin du monde, selon eux, c'est le corona. D'autres personnes vous disent la fin du monde, c'est l'immigration. Vous n'avez pas besoin de gens comme moi. Enfin, nous n'avons pas besoin de gens qui clivent. Nous n'avons pas besoin de Cassandre. Nous avons besoin de gens qui alertent et qui nous disent, qui nous pointent les directions pour nous en sortir. Parce que avoir raison, c'est bien, mais avoir raison, proposer une solution, c'est mieux. Avoir raison et proposer une solution, et que cette solution n'implique pas un bain de sang, vous avez déjà la porte du paradis qui s'entrouvre. Croyez-moi, faisons ce pari-là. À bientôt.